Je suis presque sûr que la définition de l'institution va profondément changer. Certains rêvent de la fin des institutions, notamment dans un univers de pensée néolibéral, en se disant, on l'entend en ce moment d'ailleurs, c'est un peu à la mode, le rating par les utilisateurs permet de s'économiser les diplômes et le travail de la puissance publique. Je crois que tous ceux qui pensent qu'il y aura une fin des institutions se trompent parce qu'ils n'analysent pas ça dans le régime de la responsabilité. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un de responsable. Il faut bien que quelqu'un endosse un jour sur ses épaules la question est-ce qu'on sauve la mère ou l'enfant et nous avons besoin, parce que nous sommes des sociétés humaines, que quelqu'un assume l'exercice de la responsabilité. Et pour moi, au cœur des institutions, en tout cas en politique, au cœur du Parlement, au cœur du gouvernement, il y a quand même des gens qui assument l'exercice d'une responsabilité. Alors ils ont fait croire qu'ils assumaient aussi une super expertise, un super travail. Et peut-être qu'un jour on va voir que l'expertise maintenant elle est plus dans la toile, que les lois sont substantiellement améliorées quand on les soumet à débat public, que peut-être même il y aura des intelligences artificielles, des études prédictives qui permettront d'en avoir le cœur net et de suspendre le besoin de super athlètes du cerveau pour prendre les bonnes décisions à notre place. Mais le régime de quelqu'un qui dit, à partir de maintenant, toute chose étant bien connue et débattue, j'assume la responsabilité de revendiquer telle décision, ça restera indispensable, je crois. Alors, ce que nous observons d'abord, c'est que le numérique a dégagé de la puissance d'agir, pour les petits comme pour les gros. Et puis que le monde capitaliste a réussi quand même à concentrer cette puissance d'agir, notamment grâce à la redoutable efficacité des stratégies de plateforme qui elles, effectivement, tendent à devenir des monopoles de fait. Et donc le scénario que vous avez évoqué d'un monde où bien des services seraient rendus à une échelle mondiale par des monopoles ou des quasi-monopoles, disons des petits oligopoles, ce scénario n'est pas à exclure. Donc effectivement, là, on peut parler de nombre des services qui étaient conférés autrefois à la puissance publique, y compris l'éducation, mais aussi, pourquoi pas, la sécurité, la fiscalité, etc., etc. Et il faut d'abord constater que ce scénario n'est pas complètement inéluctable. Par exemple, dans les quartiers un peu bobos de Paris, on voit fleurir des indépendants dans le commerce de proximité, dans le service à la personne, dans le service à domicile, etc., parfaitement maîtres du numérique et qui arrivent à avoir des vies très prospères parce qu'ils font des magasins provisoires qui changent de ville tous les trimestres, ils réunissent des communautés sur Facebook et ils ouvrent leur boutique 48 heures par semaine, ils ont une qualité de service, de personnalisation, d'accompagnement. Donc d'abord, on peut quand même jouer le numérique comme empowerment, disent les Anglais, comme un outil pour donner plus de capacité d'agir et plus d'autonomie aux individus. Mais il faudrait une politique entièrement dévolue à cela. Enfin, c'est une politique économique, d'éducation, d'action sur le tissu social, etc. Mais je ne tiens pas pour acquis que le monde va se monopoliser. Je crains beaucoup plus qu'un certain nombre de gens restent sur le carreau de cette transition-là. Mais je pense qu'il peut y avoir aussi toute une classe d'acteurs de la création qui sont capables de saisir les opportunités numériques pour défier, en tout cas localement, ces grandes plateformes. Dans un livre qui commence à dater un tout petit peu maintenant, Frédéric Martel, dans Mainstream, quand il analysait le devenir de l'industrie musicale, il montrait de manière assez probante que finalement on a une sorte de clivage mondial dans le monde entier. La moitié de la consommation musicale, c'est cette musique mondialisée, Madonna, Michael Jackson, je ne sais pas ce qu'écoutent les jeunes d'aujourd'hui, mais la moitié, c'est une musique nationale. C'est Miguel Bosé en Espagne, Barbara en France, je ne sais qui en Allemagne. Donc, par exemple, la mondialisation de la musique n'a pas mondialisé l'offre à ce point, et il est toujours resté la part du local, la part de l'expérience d'une plus petite communauté, en fait. Donc, on peut penser aussi que l'économie du futur ne sera pas forcément entièrement googlisée, gafaisée, zaraisée, etc. Donc ça, c'est le premièrement. Et deuxièmement, on peut aussi empêcher ces plateformes de devenir les empêcheurs d'innover après elles et les monopoles effrayants qu'elles pourraient devenir. Alors, pour ce faire,
avant d'arriver à l'État plateforme et au commun numérique, l'État doit aussi apprendre à réguler ces plateformes. Ça, c'est à mon avis le premier grand enjeu. Un peu compliqué pour nos institutions, puisque une des manières dont le numérique défie un peu les institutions, une des manières par lesquelles le numérique défie un peu les institutions, c'est que souvent les institutions exercent des formes de régulation, des formes d'action, à partir de catégories intellectuelles que le numérique a explosé, sans trop faire attention au fait qu'il allait aussi ébranler l'institution. Pour être concret, le conflit assez violent entre les taxis et les VTC, par exemple, ce qui est amusant, c'est qu'il vient non pas d'une sorte d'agression des taxis par les VTC, il vient du fait qu'une régulation qui était séculaire, qui disait, voilà, il y a un métier, le taxi, qui a un privilège, le monopole d'exploitation de l'espace public, il peut attraper les gens en maraude, donc il peut tourner dans la rue et se faire arrêter par un patient, par un client, et en échange de ce privilège, il a quelques servitudes, il est obligé de charger en borne et il n'a pas le droit de refuser une course, il doit prouver qu'il a un casier judiciaire vierge, il y a un certain nombre de servitudes. Et puis il y avait une autre profession, depuis longtemps, qui était le chauffeur de maître, le véhicule de grande remise. Celle-là, on la reconnaissait, c'était facile. On réservait à l'avance quelqu'un qui venait nous chercher chez nous. Ce que le numérique a perturbé, c'est que ce à l'avance, ça peut devenir 15 secondes à l'avance. Et le chez nous, ça pouvait être le lieu où je suis, moi qui viens de me géolocaliser avec un téléphone et qui sait qu'il y a une voiture à 30 mètres derrière moi. Et en fait, ce qui s'est passé, vous voyez où je veux en venir, c'est qu'une frontière naturelle et que personne ne contestait. C'est-à-dire, je pense qu'en 1970, on aurait demandé au ministère de l'Intérieur, il aurait dit « mais tout le monde sait très bien ce qu'est un taxi et tout le monde sait très bien ce qu'est un VTC ». Tout d'un coup, la frontière n'est plus si naturelle parce que les règles du jeu ont changé, les règles techniques, économiques et sociales ont changé et on ne voit plus la frontière. Et les institutions vont être défiées très souvent par ces choses-là. Par exemple, tout notre système fiscal est assis sur une certaine définition, description de comment on crée de la valeur. C'est sur l'idée que la valeur se crée dans une usine qui fabrique un bien matériel qu'ensuite on met en caisse et puis on exporte jusqu'au lieu de vente et ensuite quelqu'un l'achète. Et tout d'un coup, on arrive dans ce numérique où on dit non, la valeur, elle se crée peut-être au lieu où les gens cliquent et partagent leurs données. Et elle est de plus en plus immatérielle et on peut la décrire comme une propriété intellectuelle et prétendre qu'elle réside aux Bahamas. Donc tout d'un coup, on ne sait plus tout à fait attraper la valeur. Et je pense que souvent, on aura du mal les institutions seront défiées parce que les catégories dans lesquelles elles ont construit leur action ne sont plus pertinentes. Par exemple, qu'est-ce que c'est éduquer si tous les savoirs du monde sont accessibles à un cerveau de manière instantanée partout, tout le temps? Donc déjà, aujourd'hui, on a presque tous les savoirs du monde dans un smartphone, mais il faut encore savoir utiliser un smartphone. Donc déjà, il faut encore une éducation au sens classique du terme pour poser les bonnes questions au smartphone. Mais si les intelligences artificielles tiennent la moitié des promesses qu'elles nous proposent, peut-être même que le smartphone pourra poser la question intelligente à tous les savoirs du monde. Et donc, il y aura quand même des gens éduqués et d'autres moins éduqués, mais peut-être qu'il faut se demander ce qu'on attendait du système éducatif. Donc, face à tout ce chapitre-là, probablement, les institutions vont devoir apprendre à réguler puisqu'on est parti de l'hypothèse qu'il y avait une propension à écraser l'économie mondiale sous quelques grands monopoles. Il faudra leur dire, de manière juridique, opposable, probante, dans le respect de la liberté d'entreprendre et de la liberté de commercer, etc. Non, ici, vous avez fait une entrave à la concurrence, vous avez gelé l'innovation derrière vous, il va falloir dégrouper, il va falloir faire un peu de place à l'altérité, etc. Et ça, il va falloir qu'on ait un regard aigu dans nos systèmes pour le faire de manière post-numérique, avec les règles et les valeurs du numérique. Garantir qu'il existera dans l'espace public des biens qui seront coproduits par ceux qui en ont besoin et qui ne seront aliénables au profit de personne, enfin en tout cas d'aucun, personne ne pourra l'aliéner, en tant que tel, c'est déjà beaucoup d'espoir pour la suite de la civilisation, puisqu'il reste des espaces de liberté. Ça peut devenir aussi une logique de l'action, c'est-à-dire au lieu de prétendre régler les problèmes à la place de mes citoyens, faire moi-même du transport, faire moi-même ceci, cela, je vais créer les conditions de possibilité pour qu'ils le fassent.
Et puis je vais apprendre à réguler par le design de ces conditions de possibilité, c'est-à-dire suivant la nature des données que je partage, la fréquence, est-ce que j'autorise n'importe quelle aspiration ou seulement 1000 appels par minute, est-ce que j'autorise tous les usages. Pôle emploi, par exemple, a fait quelque chose de très intéressant. Donc, ils ont pris les données que détenait Pôle emploi, ils ont vérifié qu'elles étaient anonymisées, etc. Et ils ont dit, je vais en partager beaucoup pour faire naître le plus possible d'usages d'entreprises, d'associations, de start-up, de chercheurs, d'administrations, qui croient avoir trouvé une bonne idée pour aider les gens à retrouver un boulot. Et donc, ils ont ouvert l'App Store de Pôle emploi, où s'affiche, donc à l'heure où je vous parle, il y a 600 applications faites par toutes sortes de créateurs, dont la DINSIC d'ailleurs, qui en a fait 3, qui permettent d'accélérer le retour à l'emploi, pense-t-on, puis on verra. Puis de toute façon, elles sont notées par leurs utilisateurs. Les meilleures arrivent en haut de l'App Store, les dernières commencent à être invisibles quand on en a 600. Et Pôle emploi a fait aussi un geste de politique, de puissance publique, en définissant des règles du jeu. Et par exemple, il a donné une règle du jeu qui est j'interdis les services qui prétendent faire payer le demandeur d'emploi. Je ne veux pas faire naître un marché de la misère, je ne veux pas faire naître un marché de l'inquiétude. Donc venez chez moi, chers amis, prenez les données que je partage librement avec vous, exposez-vous dans mon magasin d'applications où il y a quand même, où vous trouverez votre public, puisque beaucoup de gens en recherche d'emploi tombent sur le magasin d'applications de Pôle emploi. Et donc, naturellement, il y a plus de clients dans ce magasin que nulle part ailleurs. Mais en revanche, je mets des règles du jeu, et des règles du jeu qui sont une pensée politique, qui sont une politique publique. J'ai décidé que j'interdisais qu'on fasse payer le demandeur d'emploi. Donc derrière cet exemple-là, vous voyez que la puissance publique, on peut le démultiplier à l'envi, cet exemple-là. Elle peut, les Anglais diraient nudger, elle peut infléchir, influencer dans un pouvoir plus subtil, moins autoritaire, moins violent, moins processé, en changeant les règles, les conditions, en changeant la nature des données qu'elle partage, le genre d'acteurs à qui elle les autorise, le type d'usage qu'elle encourage, mais en jouant avec les énergies de création de la multitude. Et j'espère qu'en 2040, on aura appris ces manières un peu plus chinoises d'agir. Alors, il faut quand même faire face au fait qu'il faut regarder dans les yeux que souvent, pour une institution, ça lui demande quand même d'apprendre à presque inverser le régime de valeurs. Même les institutions émancipatrices, elles peuvent avoir tendance à être paternalistes, trop sécurisantes, père et mère abusifs. Par exemple, pour sortir aussi de nos sujets familiers, j'avais étudié, quand je faisais un peu de sociologie, l'émancipation lente et compliquée des associations de patients. Il a fallu longtemps avant que la profession médicale accepte que les associations de handicapés, l'association des paralysés de France, etc., soient gérées par des handicapés et pas par des médecins, et qu'elles aient quand même leur mot à dire dans le dialogue médecin-malade. Dans les années 80, l'immense Jean Bernard, qui était une grande conscience, il disait « la médecine, c'est une confiance qui rencontre une conscience ». Il y avait quand même une vision d'une asymétrie qui était quand même un peu terrifiante, enfin vue par les canons d'aujourd'hui. Et donc le problème des institutions, finalement, ce n'est pas leur rôle. Le rôle, on vient de le voir, on vient d'en parler pendant 20 minutes, il est presque inchangé. C'est la manière de le mettre en œuvre. Aujourd'hui, il faut apprendre à, pour parler à votre public, il faut passer aux pédagogies derrière l'épaule. Il faut dire aux gens, il faut encourager les gens dans leurs essais et erreurs. Si l'institution croit, ce qui est souvent le cas dans l'État, qu'elles sont là pour empêcher les gens de dire des bêtises, de faire des bêtises, de prendre leurs risques, qu'elles sont là pour normaliser un peu, pour que tout le monde ait la même expérience utilisateur, la même trajectoire, qu'elles sont là pour empêcher la fraude, machin. Elles vont avoir du mal dans un monde où chacun a dans la poche l'accès à tous les savoirs du monde et la capacité à offrir lui-même quelque chose au monde entier. Et l'envie de le faire, et la jouissance de le faire avec des pairs, des amis, des réseaux, des sous-communautés. Et je vois bien, le plus dur souvent, c'est le renforcement du régime de valeurs. Il y a une posture basse qu'il faut trouver, une forme d'humilité. Je rends possible. Et il faut qu'on apprenne à se réjouir si quelqu'un arrive et fait encore mieux que nous. Et c'est pas toujours facile. Et il faut se dire, j'ai été un grand serviteur du service public. Non seulement j'ai fait un bon produit, mais quelqu'un est venu et m'a humilié en faisant encore mieux que moi. Et donc j'ai fait 2 trucs bien.
j'ai fait un bon truc et j'ai permis à quelqu'un de faire encore mieux. Ça n'est pas facile. Et là, il va y avoir un travail qui nous prendra peut-être jusqu'à 2040 pour que les institutions descendent de leurs Olympes et acceptent de servir des gens qui ne sont pas toujours très reconnaissants, qui ne sont pas toujours très bien élevés, qui ne vont pas toujours dire merci l'institution, vous m'avez émancipé. Et en fait, il faut être des bons parents, il faut lire Dolto.